C'est au cœur de la vallée de l'Hérault que notre voyage commence, dominée par des falaises rocailleuses, ponctuées de thym, de chênes et de pins, traversée par des gorges escarpées et des rivières cristallines. La vallée de l'Hérault abrite aussi en son sein quelques-uns des plus beaux villages de France, comme ici à Saint-Guilhem-le-Désert, une cité légendaire qui s'étire le long du ruisseau Verdus depuis près de 12 siècles. Aude Listel est une enfant du pays. Amoureuse folle de son village natal, elle nous en livre l'histoire et les mystères le temps d'une balade avec son ami Jacques Prouget. Salut Bonjour Aude. Jacques, ça va? Eh bien écoute, encore une fois, je me lasse pas de ce spectacle. Cette beauté, cette lumière, c'est incroyable. Hein. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le plus joli point de vue que l'on ait sur le village. Ce jeu d'ombre et lumière, c'est beau, c'est toujours changeant. On a la tranquillité, la beauté, on a la lumière, c'est assez magique. Une magie faite de petits chemins et de ruelles pavées qu'Aude-Lise et Jacques traversent sous le soleil blanc du midi jusqu'à la rue principale du village. Nous y voilà, au cœur de ce village, dans cette rue principale. C'est vrai que pour moi, le charme de ce village, c'est vraiment le fait qu'il soit tout en longueur. C'est un village-rue avec ses façades caractéristiques du XIe siècle. On retrouve d'ailleurs les éléments de décoration de les dents d'engrenage et puis des fenêtres médiévales que l'on appelle fenêtres géminées. Voilà, c'est tout le charme du lieu est ici. Parfaitement conservées, ces petites maisons médiévales, délicatement entrelacées les unes aux autres, nous invitent à rêver aux temps anciens de la création du village par Guillaume d'Orange en 804. Tout commence alors avec l'abbaye de Gélone, un joyau architectural au contour sobre et massif. Alors tu vois, moi ce que j'aime particulièrement et ce qui je trouve donne beaucoup d'élégance à cet édifice, ce sont les arcatures lombardes. Elles marchent par série de 3. Ouais. Voilà, tu vois, il y a trois petites arcatures chaque fois d'accord. qui sont séparées par une bande de pierre que l'on appelle les aines. Alors évidemment, ça soutient le bâtiment, mais c'est un décor qui est, moi je trouve ça donne du rythme et c'est très très joli. Ça c'est vraiment caractéristique de l'architecture romane languedocienne. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette abbaye s'impose par la rondeur de ses lignes et la simplicité de ses reliefs. Une élégance sans phare ni fioriture que l'on retrouve également à l'intérieur de l'église. Tu vois, là, ça y est, nous sommes à l'intérieur. Tu as vu la sobriété qui se dégage de cette construction, qui est très très haute. La voûte en berceau culmine à 18 mètres de hauteur. C'est impressionnant quand même. Très impressionnant. Et qu'est-ce que tu penses de la lumière ? Mais quand on arrive, on a cette obscurité et puis on a cette lumière aussi qui est l'ambiance. Et tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'on a 3 ouvertures ici au-dessus du cœur. Ah oui. Pour la petite histoire, les 2 ouvertures rondes que tu peux voir symbolisent le soleil et la lune. Et au centre, nous avons une croix de lumière qui symbolise le salut et la vie éternelle. Et ces 3 ouvertures, c'est vrai, sont une chance parce qu'elles éclairent véritablement cet édifice. Allez. Alors tu vois, là, nous sommes devant la relique de la croix du Christ. La vraie. La vraie. Et depuis un peu plus de 1200 ans, eh bien, cette relique assure le rayonnement spirituel de ce lieu. Elle est d'ailleurs l'objet d'une dévotion encore très très importante. Et depuis le Moyen-Âge, des pèlerins sont toujours très nombreux à venir la vénérer. Sur le chemin du retour, Aude-Lise attire l'attention de Jacques sur une drôle de plante que les habitants de Saint-Guilhem accrochent à leur porte depuis des siècles. Regarde, là face à nous, la cardabelle. Voilà, le baromètre du berger. Exactement. Alors cette fleur que l'on trouve sur le plateau du Larzac et qui est une espèce protégée, s'accroche sur nos portes pour nous donner le temps qu'il fait. C'est-à-dire que le cœur de la gardabelle s'ouvre quand il fait beau et lorsqu'il y a de l'humidité dans l'air, le cœur se referme. Sensible à l'hydrométrie. C'est ça. Cerné de collines, blotti au cœur des gorges de l'Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert est aussi une étape emblématique sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Notre balade se poursuit 4 kilomètres plus loin, de l'autre côté du millénaire pont du Diable. Aude-Lise nous emmène à la découverte de Saint-Jean-de-Fosse, un village médiéval construit en circulade, connu depuis près de 600 ans pour sa tradition potière. Dans son atelier, Claude Destan reproduit avec adresse et minutie les gestes de ses ancêtres.
Bonjour Claude. Bonjour. Bon, je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes une vraie institution ici à Saint-Jean-de-Fosse. Ah, C'est ma beau. foi. Qu'est-ce qui explique qu'à Saint-Jean-de-Fosse, plus particulièrement, on a été potier? Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une argile dans le sous-sol qui était de très bonne qualité. La ressource était là, donc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on produisait? Alors, c'était une poterie populaire. Ils faisaient des pavés pour les sols, des briques pour les murs, de la vaisselle. Une poterie utilitaire que l'on retrouve un peu partout à Saint-Jean-de-Fosse, sous forme de tuiles sur les toitures, de plaques indiquant le nom des rues, et même en guise de gouttière. Et selon vous, quelle est la pièce emblématique de Saint-Jean-de-Fosse? Il y a la conscience, je suis en train d'en faire une, là, qui était utilisée par les moines. Les moines passaient dans les fermes avec leur conscience pendue au bas de l'âne. Ils faisaient la quête de l'huile d'olive. Ils tendaient la cruche aux paysans en disant « Donnez selon votre conscience ». Je peux en faire une, moi? C'est possible? Ah, eh bien... Vous allez m'initier? Eh bien, tu peux toujours essayer, hein. Même pas peur. Audelise enfile son bleu de travail et se retrousse les manches. Il te faut jeter la boule au milieu de la girelle. Voilà. Je vais commander le... Oh là là, là là Ça là danse, là. là. Hein. Ça danse, oui, ça tangue. Alors, pour pas que ça danse, pense à mouiller, regarde. Ah ouais, mais il faut avoir une Ah, force oui, incroyable. oui, oui. Ah, 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 là, voilà. ah. Ouh là. Alors là, il y a eu une petite faiblesse quelque part. Ah, c'est foutu. Zut. Ah oui. Là, c'est pas récupérable. Bon, je Voilà. vous rends mon tablier alors. Hein. C'est dommage, l'extérieur était bien. Ouais, C'est l'intérieur qui a... Vous me qui le est curez parti. quand même, j'en ferai un Ah, peu ben oui, un point bien sûr. crayon. Bien sûr, oui, oui. Oui, oui. Bon. C'est toujours intéressant de garder les premières pièces que l'on fait. C'est sûr. Merci en tout Voilà. cas pour Avec cette plaisir. initiation. Le village de Saint-Jean-de-Fosse et ses ateliers vous accueillent toute l'année pour une initiation à la poterie d'hier et celle d'aujourd'hui. En remontant vers le sud, au cœur des gorges de l'Hérault, une faille à flanc de montagne nous invite à plonger dans les entrailles de la terre, à la rencontre de l'un des joyaux du patrimoine naturel de la région, la grotte de Clamouze. Vieille de 5 millions d'années, cette cavité qui s'étend sur 6 km et 3 niveaux est un véritable labyrinthe minéral dont Sandro Casagrande, guide et passionné de spéléologie, connaît les moindres recoins. Et dis-moi, on est où là précisément dans la grotte, toi qui sais absolument tout des secrets de cette cavité? Alors des secrets, non, je sais pas tout, mais je peux te dire qu'ici, en tout cas, on est dans un endroit historique. C'est par là que sont arrivés les premiers explorateurs en 45. Et si tu veux, il n'y a jamais eu d'homme avant 45, parce que pour passer par cette galerie, le seul moyen accessible, il faut passer dans de l'eau. Et en 45, il y a une grosse sécheresse, ce qui fait qu'ils ont réussi à passer dans cette galerie. Après cette découverte, des galeries sont creusées et aménagées pour permettre au public de parcourir ce trésor onirique, organique, vivant. Alors tu vois, ici, on arrive dans la salle du porche. Tout là-haut, tu vois une face très plate et légèrement arrondie. Ça s'appelle un disque de calcite. Alors le disque de calcite, c'est très simple. Tu vois, quand tu prends un tuyau d'arrosage et que tu arroses le jardin, Oui. eh ben, l'eau, elle sort à plat. Mhm. Ça fait un disque d'eau. Imagine, tu restes 200 000 ans comme ça, tu as un disque de calcite. Alors ça veut dire que ce que je vois là a 200 000 ans. C'est une estimation. C'est une estimation. Si tu veux, pour calculer l'âge, on compte, mais c'est une très grosse moyenne, 1 cm pour 100 ans. Mais il y a une chose qui est vraiment très très belle. Regarde là-haut. Oui. Et ça te fait penser à quoi? Spontanément, je te dirais un orgue. Exactement. On appelle ça un buffet d'orgue. Alors un buffet d'orgue, c'est un ensemble de stalactites, tu vois au milieu, un peu comme des draps qui pendent, ça s'appelle des draperies, et de chaque côté des colonnes. Quand tout est réuni sur un seul emblème, on appelle ça un buffet d'orgue. C'est impressionnant. Façonné par 300 000 ans d'un écoulement tranquille et constant de l'eau, ce buffet d'orgue, mis en valeur par un jeu de lumière colorée, fascine par la multitude de ses drapés et la délicatesse de ses contours. Sur les 900 mètres de parcours ouverts à la visite, la grotte de Clamouze offre une diversité de concrétions qui font de son paysage souterrain l'un des plus beaux d'Europe. Audelise et Sandro pénètrent à présent dans l'une des pièces maîtresses de la grotte, le couloir blanc.
C'est dingue, ça ressemble véritablement à des fleurs. Ah ben, tu es en plein dedans, puisqu'on appelle ça des bouquets d'aragonite, D'accord. tellement c'est dense et condensé. Pourquoi on les appelle aragonites? Eh bien, c'est très simple. La première fois qu'elles ont été, entre guillemets, étudiées et aperçues, c'était dans la province d'Aragon. En Espagne? Exactement, D'accord. donc Aragon, aragonite. C'est incroyable, c'est d'une blancheur immaculée. Aragonite, cristaux de calcite, fistuleuses et excentriques se tortillent de toutes parts sur les parois de la grotte. Figées par le temps, pétrifiées sur la roche, ces concrétions offrent un spectacle féerique et captivant. Un sentiment d'être un petit grain de sable dans cette immensité. Et puis tout ça à l'intérieur d'une montagne, face à des centaines de milliers d'années, ta vie n'est pas grand-chose, quoi. Je trouve fascinant ce que la nature arrive à faire, ces gouttes d'eau qui patiemment, comme ça, se déposent et créent des œuvres d'art. La grotte de Clamouze est un territoire exceptionnel, lyrique et troublant, que vous pouvez vous aussi découvrir, escorté par Sandro et toute son équipe de guides. Aude-Lise tient à présent à nous faire découvrir l'incontournable goûter de son enfance, l'oreillette. Une douceur aux accents du sud qui sent bon l'orange et le sucre chaud. Et c'est avec son amie Cécile Coucou Cécile, ça va? Ça va? qu'elle se replonge dans ses souvenirs de petite fille. C'est la recette de qui ça? Et de ma grand-mère. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? De la farine, Du sucre, un petit peu de beurre. du beurre, le rhum et la fleur d'oranger. Ouais, bien sûr. Sans oublier le zeste d'orange pour parfumer le tout. Après avoir réuni les ingrédients de la pâte à beignet dans un grand saladier, les choses sérieuses peuvent commencer. J'adore ça. Il faut y aller, franchement. On faisait ça avec ma grand-mère pour les vendre à l'occasion de la foire de Gignac C'est vrai? pour la paroisse. Alors moi, généralement, j'arrivais le samedi chez ma grand-mère, la pâte était prête. Oui. Et je n'assistais qu'à À l'étape l'étalage. étalage. Et c'était ma grande-tante qui était la spécialiste de l'étalage. Alors elle les étalait sur son genou. Elle mettait un chiffon sur ses genoux, elle était assise. Et puis elle les étalait d'abord au rouleau. Et puis elle finissait d'étirer la pâte sur son genou. Et elles étaient d'une finesse Et ouais. extraordinaire. Les origines de l'oreillette remontent au XIVe siècle. Elles garnissent alors les tables des fêtes religieuses et familiales. Et pour qu'une oreillette soit parfaitement réussie, il est essentiel que sa pâte soit légère et croquante. Voilà, je crois que là, c'est pas si mal. Ouais, elle a l'air pas mal celle-là. Ok. Allez, tu la cuis? Mais ce n'est pas une mince affaire. J'ose pas la décoller. Pour faire cuire. Ben ouais, je sais bien. Mais je sens la catastrophe arriver. Il y a un troupistrou. Allez, hop, on Je refoule. recommence. Bon, C'est ça, allez. le jeu de l'oreillette. 1-0. On recommence. Persévérante et C'est déterminée, Aude-Lise finit par y arriver. Yes. Super. 10 minutes de cuisson plus tard, Il y en a qui les aiment tout blanches. Moi, Ah non, moi je les personnellement, aime bien dorées. Voilà. il ne reste plus qu'à Allez. saupoudrer l'oreillette de sucre blanc avant de la déguster bien chaude. Et voilà, c'est prêt. Je t'en prie. Oh, j'y vais, je croque, hein, je peux pas résister. J'y vais. C'est un plaisir. Vas-y. Extra. Super parfumé. Tiens, ma bille, régale-toi.